télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr 77, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, secondaire 27.500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir, bienvenue à cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme Tambara. De ce mercredi 22 mars 2023 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Cela dit, nous démarrons cette actualité avec le lancement ce jour mercredi 22 mars 2023 de la salle de réunion de l'hôtel Radisson Blu de Niamey de la présentation du document du programme pays 2023-2027 entre les différents ministres et l'UNICEF. Une conférence de presse a été aussi organisée conjointement par le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire et avec M. Stéphanie Savi, représentant de l'UNICEF au Niger, n'est-ce pas? Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la présentation du programme de coopération entre le gouvernement du Niger et l'UNICEF. L'objectif est de partager le document du programme pays 2023-2027. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, M. Maman Ibrahim Mahaman, en présence de plusieurs autres ministres qui œuvrent dans le secteur en lien avec les droits des enfants. Dans son allocution d'ouverture de la réunion de partage du document des programmes pays, le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a souligné l'importance de la coopération entre le Niger et l'UNICEF. Le nouveau programme de coopération Niger-UNICEF 2023-2027 aligné au PDS 2022-2026 est le fruit d'un processus ascendant, participatif et itératif qui a enregistré la contribution des ministères techniques, des institutions nationales, des collectivités territoriales, des services techniques déconcentrés de l'État, des organisations de jeunes et de femmes, ainsi que des personnes en situation de handicap et des organisations de la société civile. Il a été bâti sur la base d'un certain nombre d'éléments dont, entre autres, les orientations du PDS 2022-2026 et celles du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2023-2027. Les enseignements tirés de la mise en œuvre du dernier programme 2019-2022 et du contexte actuel du Niger. Ce nouveau programme s'oriente entre autres vers un cadrage de programmes en faveur d'une plus grande multisectorialité, un rapprochement des interventions auprès des populations bénéficiaires et un plus grand accent donné à la résilience des communautés et aux actions de développement en plus de réponses humanitaires. À l'issue de la présentation du programme de coopération Niger-UNICEF, les différents ministres présents à cette rencontre ont tour à tour pris la parole pour faire des recommandations à l'endroit de l'UNICEF sur la mise en œuvre du nouveau document des programmes de coopération 2023-2027. Le Niger a quelques zones qui sont un peu fragiles et dont l'accès est difficile, l'accès humanitaire. Il s'agit des régions de Difa, de Maradi, de Tawa et de Tilabéli, la zone des trois frontières. Et heureusement, dans tous les domaines, j'ai constaté dans ce document que
cette sensibilité a été prise en compte pour permettre aux jeunes, aux enfants d'avoir accès à la nutrition, d'avoir accès à la santé et surtout d'avoir accès à l'éducation. Je me réjouis particulièrement en tant que ministre de l'Éducation sur le fond que vraiment l'UNICEF va consentir pour contribuer à l'augmentation du taux de scolarisation, à la réduction bien sûr de pauvreté dans des proportions d'enfants de l'âge de 13 à 16 ans, bien sûr qui va passer de 57% bien sûr à 47%, un bond de 10 points, franchement il est à saluer. L'éducation aussi est un facteur très important que nous oublions que dans le cadre de l'épanouissement des jeunes entre 13 à 16 ans, c'est-à-dire le volet sport, que je ne vois pas dans ce document qui n'a pas été souligné dedans. Et je souhaiterais quand même que, toujours dans le cadre de l'épanouissement de ces jeunes, qu'un volet très important soit le sport. Ce que je loue en fait dans cette rencontre, c'est vraiment la rencontre des ministres sectoriels. Parce que le problème qui se pose, c'est vraiment le problème de l'intersectorialité. Parce que quand on parle d'enfants, on parle de femmes, en fait c'est quelque chose de transversal qu'on retrouve un peu partout dans tous les ministères sont connus. Et c'est pourquoi souvent c'est intéressant de convoquer des rencontres pareilles pour que les gens échangent un peu. Peu après la présentation du document du programme pays et les recommandations des différents ministres, une conférence de presse a été conjointement animée par le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, M. Maman Ibrahim Mahaman, et le représentant de l'UNICEF, M. Stefano Savi. Une séance de questions-réponses a été organisée à l'endroit des journalistes. L'autre élément très important de la mise en place de cette stratégie, c'est l'engagement avec les communautés que je parlais tantôt. C'est-à-dire engager les jeunes, engager les femmes, et pas les femmes de chef-lieu de la région ou de chef-lieu du département. Non, engager les femmes au niveau communautaire, engager les jeunes au niveau communautaire. L'objectif final, surtout, est qu'on doit renforcer les capacités des communautés sur la capacité de résilience. On peut au moins créer des contacts, non, et trouver des solutions. Donc on se base surtout sur la capacité de les communautés de se prendre en charge et on soutient les organisations qui vont renforcer ces capacités. Par rapport aux entités en charge de mettre en œuvre sur le terrain, il est important qu'il y ait une proactivité dans les demandes de financement, mais aussi dans la justification des ressources qui seront mises à la disposition, en tout cas, de ces structures. C'est important. Plus nous avons une gestion saine, dans les meilleurs délais, plus on aura en tout cas la possibilité de mobiliser le maximum. Il faut nécessairement chercher à travailler, à dépenser vite et bien. Cette réunion du lancement du nouveau programme de coopération 2023-2027 entre les différents ministres et l'UNICEF a été l'occasion pour l'UNICEF de renouveler son engagement de coopération avec le gouvernement du Niger pour une contribution estimable à un montant de 223,6 milliards de francs CFA pour l'amélioration des conditions de vie des enfants du Niger entre 2023 et 2027. Cela dit, l'ambassade du Pakistan au Niger a célébré hier mercredi 21 mars 2023 la fête nationale de la République islamique du Pakistan au Pakistan House de Niamey. Compte rendu avec Noël Saratoudé. C'est par une récitation du Saint-Coran que la cérémonie de la fête nationale de la République islamique du Pakistan qu'avait débuté hier mardi 21 mars 2023. Cette cérémonie a été présidée par l'ambassadeur du Pakistan au Niger, M. Ahmed Ali, en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, des corps diplomatiques, des représentants des organisations internationales, des membres de la communauté pakistanaise
et de plusieurs autres invités de marque. À cette même occasion, l'ambassadeur du Pakistan au Niger a rappelé l'objet de cette rencontre. Nigerian, Pakistanis, and especially I'm thankful for our special guest who has came all the way from Pakistan to participate in this celebration. L'objet de cette cérémonie qui consacre à la journée de la révolution. Le 21 mars 1940, lorsque la résolution a été prise de créer un État où tous les musulmans du sous-continent pouvaient se regrouper pour pratiquer la religion musulmane jusqu'à 14 août 1947, lorsque c'est devenu une réalité avec la création de la République islamique du Pakistan. Et le Pakistan a continué à croître, a continué à se développer et a continué à améliorer les domaines de vie, surtout les domaines infrastructurels. Aujourd'hui, deux points du Pakistan à elle-même, nous disposons de 3 voies express qui joignent et l'autre bout du Pakistan. Et ces 3 grandes voies express sont sur le bord du fleuve Indus. Le fleuve Indus traverse le Pakistan d'un point à un autre, constituant la ligne de vie de la République islamique du Pakistan. Vous le connaissez, mais le Pakistan étant un pays d'agriculture, un grand pays d'agriculture, donc le fleuve Indus constitue la ligne de vie de la République islamique du Pakistan. There is a tremendous difference, positive one. And if you see the infrastructure point of view, Pakistan has improved a lot. From one end. Dans son discours, l'ambassadeur a félicité les différents participants et a rendu un vibrant hommage à plusieurs autres personnalités. L'ambassadeur a également fait part de sa satisfaction lors de cette cérémonie. With region, because last year we have distributed and contributed different activities. Et là, à côté de moi, mon collègue, c'est l'ambassadeur Jonathan qui est sur le point de quitter le Niger. Je vois aussi l'ambassadeur de Cuba sur le point d'être transféré. Inch'Allah, en juin, je vais être ailleurs. Déjà, pendant un mois, j'ai visité 5 pays. Vous pouvez comprendre que visiter 5 pays dans un mois, ce n'est pas vraiment une chose facile. Mais cela n'empêche, surtout qu'aujourd'hui, le monde entier est un gros village. Donc, même pour mes collègues qui quittent, moi-même, je vais quitter, mais on va se rencontrer dans un pays, dans un autre. Donc, l'ambassadeur Jonathan, Inch'Allah, on va organiser une cérémonie de revoir particulière et tout en souhaitant qu'un jour on se rencontre au Ghana, par exemple, pourquoi pas, ou bien dans d'autres pays. We will arrange a separate farewell fire. Cette cérémonie a été riche en couleurs et a été marquée par la projection d'un film documentaire pakistanais. Une photo de famille a sanctionné la fin de cette cérémonie. 3 réseaux de malfaiteurs opérant dans la ville de Niamey ont été démantelés par la police judiciaire. Ils ont été présentés à la presse ce matin en présence du procureur de la République. Les détails avec Ralia Sani et Ibrahim Kantan. Ce nouveau coup de filet des agents de la police nationale a porté sur 3 bandes de malfrats qui troublaient la quiétude des populations de la capitale. 3 réseaux qui opèrent chacun selon son mode dans la ville de Niamey sous la menace d'armes blanches ou même d'armes à feu. La première bande, composée de 2 individus, est spécialisée dans le vol en réunion à main armée au niveau des agences de transfert d'argent à travers la ville de Niamey. Ils opèrent à 2 au guidon d'une moto neuve. Leur mode opératoire consiste d'abord à repérer leur cible et à s'assurer que le lieu n'est pas suffisamment sécurisé. Ensuite, ils attendent habituellement l'heure de la prière où la caissière est souvent seule à l'intérieur pour faire irruption dans la salle, la menaçant de mort et l'obligeant ainsi à leur remettre le contenu de sa caisse et de son coffre-fort avant de prendre la fuite.
Cette bande a commis 3 cambriolages à main armée dans 3 agences de transfert d'argent de la place. La perquisition au domicile du chef de la bande, qui est un agent de sécurité d'une société privée de gardiennage, a permis de retrouver la moto avec laquelle ils opèrent, une paire de Rangers et l'arme factice qu'ils utilisent. La deuxième bande est composée de 5 individus, dont 2 jeunes filles. Le mode, ils opèrent la nuit sur la voie publique et généralement sous les échangeurs. Le mode opératoire de cette bande consiste à utiliser une des jeunes filles comme appât sur le bas-côté de la route pour simuler un auto-stop. Lorsqu'un automobiliste s'arrête à son niveau, le temps d'échanger avec elle, ses camarades font irruption avec une arme blanche pour s'introduire en même temps que la fille dans le véhicule. Sous la menace du couteau, ils dépouillent l'automobiliste de tous ses biens avant de prendre la fuite. Ils ont à leur actif plusieurs agressions similaires, mais leur dernière tentative a mal tourné. En effet, la victime a fait usage d'une arme à feu en sa possession, blessant grièvement le chef de la bande et la jeune fille qui a malheureusement succombé à ses blessures. Les 3 autres malfrats ont été interpellés. Quant à la 3e bande, spécialisée dans les vols en réunion, à l'arraché, à main armée avec usage d'une moto, elle est composée de 2 individus. Pour ces derniers, le mode opératoire consiste à circuler à 2 et surtout dans les quartiers périphériques à la recherche de leurs victimes, généralement des femmes isolées. Une fois la victime repérée, ils s'approchent d'elle, menaçant de la poignarder si jamais elle ne leur remet pas son sac à main, son portable et le cas échéant sa moto. Ils prennent immédiatement la fuite après leur forfait. Cette bande a commis plusieurs agressions pour lesquelles 2 victimes ont été déjà identifiées. Présent pour la circonstance, le procureur de la République n'est pas resté sans voix. Les mécanismes, les dispositifs mis en place par la direction de la police judiciaire en vue de traquer les malfaiteurs, en vue de sécuriser les personnes et leurs biens fonctionnent à merveille. La présentation de ce matin constitue un témoignage éloquent de ces prouesses et de la performance de ces dispositifs. Félicitations à tous ceux qui, directement ou indirectement, ont contribué à la mise hors d'état de nuire de ces malfaiteurs. Plusieurs agressions sont à l'actif de ces malfrats et des victimes déjà identifiées. Les populations sont donc appelées à plus de vigilance et de collaboration avec les agents de la police afin de contrecarrer ce phénomène d'insécurité qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays en général et surtout dans la capitale Niamey. Le Conseil supérieur de la communication a organisé ce matin dans la salle du gouvernorat de Tawa un atelier et symposium régional multi-acteurs sur le renforcement de l'information dans les zones de conflit au Niger. N'est-ce pas Al-Hajj Mamouli Awale et Maman Sani Oussouma? Le Conseil supérieur de la communication organise depuis ce matin dans la salle du gouvernorat de Tawa un atelier et symposium régional multi-acteurs sur le renforcement de l'information dans les zones de conflit armé au Niger. Le gouverneur de la région de Tawa, M. Issa Moussa, était le premier à prendre la parole pour d'abord souhaiter la chaleureuse bienvenue au président du Conseil supérieur de la communication, M. Kabir Sani, et sa délégation, avant de remercier les CSC pour le choix de ce thème combien important pour agir en synergie, gage de livrer l'information vraie. Le Conseil supérieur de la communication vient cette fois-ci dans la région de Tawa pour nous tenir d'abord un symposium de haut niveau qui sera suivi d'un atelier multi-acteurs sur le fonctionnement de l'information dans les zones de conflit armé au Niger. Comme vous le savez, l'information constitue un enjeu majeur tant en période de paix qu'en période de conflit. Les citoyens, victimes comme responsables,
sont attachés à la qualité de l'information dans les zones de conflit, plus qu'ailleurs. Ils doivent pour cette raison être étroitement associés aux réflexions et aux recherches des pistes de solutions. C'est pourquoi nous saluons l'initiative prise par le Conseil supérieur de la communication de mettre au centre de la réflexion l'accès à l'information, surtout dans un contexte où les fausses nouvelles, la propagande et les informations partielles véhiculées par les réseaux sociaux sèment le doute et la peur au sein des populations. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que cette activité, qui s'étalera sur 3 jours, contribuera à changer les mauvaises habitudes et à faire en sorte que tous les acteurs agissent en synergie pour livrer l'information vraie, recoupée et vérifiée, sans aucune velléité de manipulation. Le président du Conseil supérieur de la communication, M. Kabir Sani, dans son discours de lancement, a d'abord remercié les responsables administratifs et coutumiers, les FDS, les journalistes, la société civile présents à cet atelier avant d'inviter les acteurs à s'impliquer sur la thématique de l'information dans les zones de conflit armé, d'autre part à identifier des réponses pratiques permettant de défendre et promouvoir l'information. Le Conseil supérieur de la communication est sans cesse interpellé par les citoyens par rapport au déficit d'informations souvent enregistrées dans les zones de conflit, ainsi qu'à la qualité des informations véhiculées à travers les canaux traditionnels d'information comme les réseaux sociaux. En effet, il est loisible de constater que dans les zones où sévissent les violences armées, les médias et les journalistes éprouvent de grandes difficultés à informer leurs concitoyens, notamment dans la recherche, la collecte et la vérification des informations sur les opérations armées, qu'elles viennent des forces armées ou des groupements armés. Leur métier devient particulièrement difficile et dangereux et les représentants des administrations et les populations civiles dans les zones de conflits armés, premières victimes et de ces violences, se montrent généralement réticentes à fournir des informations, encore moins à exprimer des opinions au point de vue qui les exposerait à des représailles. Les médias et les journalistes, pour leur part, sont des cibles privilégiées et sont de fait en danger lorsqu'ils tentent de faire leur métier d'informer. En vue d'apprendre les obstacles qui s'opposent et les solutions envisageables, il a paru impérieux pour le CSC d'organiser ces séries d'activités. Pour nous, le système médiatique doit être perçu et abordé dans une interaction entre l'ensemble des acteurs sociaux confrontés à la problématique et non pas strictement restreint au secteur des médias et aux journalistes. C'est pourquoi nous avons fait appel aux autorités administratives, militaires et coutumières au haut niveau de la région, ainsi qu'aux professionnels des médias, aux acteurs de la société civile, aux magistrats entre autres, pour réfléchir sur les mécanismes à même d'assurer l'accès à l'information vraie, en temps réel, respectueuse des règles éthiques et déontologiques. La présente activité vise donc à ce que le système médiatique au sens large soit défendu, promu et amélioré dans la perspective d'une résolution des conflits et d'une réduction de l'impact de la violence armée sur toutes les catégories sociales et sur tous les citoyens nigériens. L'activité vise d'une part à les mobiliser et obtenir l'engagement formel de tous les acteurs à s'impliquer sur la thématique de l'information dans les zones de conflit armés et d'autre part à identifier les réponses pratiques permettant de défendre et de promouvoir l'information. Notez que cet atelier va durer 3 jours. La 15e édition du championnat national des sports scolaires se sont éteints hier soir aux environs de 18h30 au stade régional de Tawa avec la finale de football. Compte rendu de Al-Haji Moumouni Yawale et Maman Sani Ousmane. Les lampions de la 15e édition du championnat national des sports scolaires se sont éteints hier soir aux environs de 18h30 au stade régional de Tawa avec la finale du football. Pendant 6 jours, plus de 500 jeunes scolaires venus de toutes les contrées du Niger se sont retrouvés dans la capitale de l'Ader pour échanger autour du thème l'inclusion par le sport scolaire dans 4 disciplines sportives, à savoir le football, l'athlétisme, la gymnastique au sol, la lutte traditionnelle et le volleyball. C'est le conseiller du ministre de l'Éducation nationale, Abdelkarim Atamaka, qui a présidé la cérémonie de clôture.
Le potentiel de base pour le développement de notre pays est bâti sur la santé physique et mentale de l'ensemble de notre jeunesse. Cela est la préoccupation fondamentale des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Oumou Mahamadou, premier ministre, chef du gouvernement. C'est à juste titre que la présente édition du championnat du sport scolaire est placée sous le thème l'inclusion par le sport. Au moment où l'Olympia de la 15e édition du championnat national du sport scolaire se termine, je vous exhorte à cultiver toujours l'esprit du fair play, manifestation évidente d'une citoyenneté responsable, indispensable au développement de la pratique sportive. Pour lequel on appelle à tous les jeunes scolaires et aux encadreurs de bien garder à l'esprit que l'objectif principal visé à travers cette manifestation est de favoriser grâce au sport un brassage et des relations de fraternité entre les jeunes scolaires de toutes les régions du pays. Notez que plusieurs prix ont été décernés en individuel comme en équipe. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine dans une autre région du Niger. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Bonne nuit à tous. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs.